Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, Bouygues SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. L'école Auguste Viviès de Morne à Cajou au François est devenue l'école Cécile Rosette. L'Agence régionale de santé a lancé une nouvelle campagne de prévention contre la dengue et le chikungunya. Dans votre avis compte cette semaine, la question 9 noirs ou apparentés dans l'équipe de France de football, que faut-il en penser? Vos réactions dans un instant. Et le savoir y réfléchir de Roland Laouché s'intitule La délinquance chez nous comme partout. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. Va, vie, devient. Santé, les talons hauts déplacent le centre de gravité, sollicitent excessivement l'avant-pied et provoquent une rétractation du tendon d'Achille. À long terme, cela entraîne des douleurs dorsales et des troubles posturaux. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, la qualité de l'air est moyenne en Martinique. On ne sait pas s'il y a des Martiniquais qui ont pleuré à cause de la défaite de l'équipe de France de football en demi-finale de la Coupe du Monde, mais on peut imaginer qu'il y en a tellement la déception a été grande. 250 militaires et agents ont défilé à Fort-de-France à l'occasion du 14 juillet. Ils ont pour mission, a expliqué le préfet, de protéger la Martinique. Il y a sur notre territoire environ 1000 soldats. On imagine que sur le plan professionnel, ils doivent beaucoup s'ennuyer. Le grand port maritime de la Martinique accueille ce mercredi un exercice de sécurité maritime associant les douanes, la SNSM et les agents portuaires à Fort-de-France. L'opération vise à tester la coordination des secours et la réactivité des équipes face à une menace de trafic illicite ou à un incident en mer dans un contexte de vigilance accrue sur les flux caribéens. Je vous le disais en titre, l'école Auguste Viviès de Morne à Cajou au François est devenue l'école Cécile Rosette. C'est le mardi 23 juin dernier qu'a eu lieu l'inauguration et le dévoilement des plaques commémoratives en présence du maire Lionel Grandin, de Charles Claveau, premier adjoint au maire, de Samantha Loudi Sully, sixième adjointe déléguée aux écoles. Bien entendu, la famille de Cécile Rosette, dont son époux Frédéric, âgé de 104 ans, était là. Enseignante dans l'établissement durant toute sa carrière, Cécile Rosette était profondément attachée à son quartier et à ses habitants, et son dévouement reste dans les mémoires. Elle a en effet enseigné à plus d'1 millier d'élèves du Morne à Cajou. Dans son discours, le maire a d'ailleurs rappelé l'importance pour la municipalité de mettre à l'honneur les personnalités qui ont marqué la vie des franciscains. Il nous faut leur montrer notre reconnaissance et laisser aux générations futures les traces de leur passage, a-t-il souligné. 4 anciennes enseignantes, collègues de Cécile Rosette et un ancien directeur d'école du Morne à Cajou ont témoigné de la grande affection qu'ils ont pour celle qui reste un exemple d'engagement pédagogique. Josiane, l'une des filles de Cécile, a rendu un hommage poignant à sa mère, évoquant son engagement sans faille, y compris envers ses propres enfants, à qui elle a enseigné sans jamais faire de distinction avec les autres. Des animations, poèmes, chants, danses et discours préparés avec soin par les enseignants et les agents des écoles ont rythmé cette matinée à la fois festive
Météo France Martinique a placé l'île en vigilance jaune pour fortes pluies et orages ce mercredi en raison du passage d'une onde tropicale sur l'arc antillais. Les services de l'État appellent les automobilistes, les riverains des zones inondables et les usagers de la mer à la prudence, alors que les averses pourraient perturber la circulation et les activités de plein air. Soyez vigilants. À la Ruche, institution centenaire de la protection de l'enfance en Martinique, l'intersyndicale dénonce un plan de 16 licenciements qu'elle juge évitable. En toile de fond, un changement de gouvernance qui, selon elle, inquiète. La composition de Coco René Corail, conservée au Centre culturel Coco des Trois-Îlets, est la grande gagnante de la 5e édition du concours du plus grand musée de France pour les Dromcom de la zone Amérique. L'œuvre a été plébiscitée par le public et bénéficiera d'une dotation de 8 000 € d'Alliance France pour sa restauration. La remise du prix aura lieu le vendredi 17 juillet, en même temps que la présentation de ce symbole du patrimoine martiniquais. Cette œuvre de Coco René Corail a remporté le concours avec 44% des voix, soit 2753 votes. Réalisée en 1977 par Coco René Corail, cette œuvre est conçue selon la technique du brûlage ou peinture au feu. Procédé emblématique de l'artiste consistant à enflammer pigments et solvants directement sur le support. Cette méthode produit des textures et des couleurs intenses, évoquant les terres et les paysages de la Martinique. L'artiste y développe son thème de rassemblement collectif avec des figures dansantes autour d'un soleil, symbole de joie, d'énergie et de vitalité communautaire. Fidèle à une démarche de liberté et d'innovation, Coco invente ainsi un langage plastique original, affranchi de toute convention. Aujourd'hui, l'œuvre nécessite une restauration portant à la fois sur le support en aggloméré qui doit être consolidé et sur la couche picturale dont les couleurs et les formes doivent être rééquilibrées. Cette intervention permettra de restituer la lisibilité, la force expressive et la singularité visuelle de cette création emblématique de l'artiste. On notera que ce prix est organisé par la Fondation La Sauvegarde de l'Art Français, fondation reconnue d'utilité publique. La Sauvegarde de l'Art Français œuvre depuis plus d'un siècle pour la préservation et la valorisation des richesses artistiques et patrimoniales de nos communes, véritable musée à ciel ouvert. Elle vient au secours d'édifices et d'œuvres d'art accessibles à tous gratuitement en mobilisant un réseau de correspondants ancrés au cœur des territoires et en s'appuyant sur l'expertise de spécialistes en architecture et en histoire de l'art. En 2013, elle lance sa grande campagne « Le plus grand musée de France » pour permettre à tous les citoyens, étudiants, lycéens, collectivités et entreprises de s'investir dans la restauration du patrimoine mobilier de proximité. Aujourd'hui, 2 700 000 € ont été récoltés, bénéficiant à plus de 300 communes partout en France. La comédie musicale Black Legends est à l'affiche de Tropic Atrium cette semaine. Le spectacle retrace les grandes pages de l'histoire de la musique afro-américaine à travers une mise en scène mêlant danse, chant et projection visuelle. Les organisateurs espèrent attirer un large public autour de cette production internationale programmée à Fort-de-France. L'Agence régionale de santé a lancé une nouvelle campagne de prévention contre la dengue et le chikungunya dans plusieurs communes du centre et du sud de l'île. Avec la saison des pluies et la multiplication des gîtes larvaires, les autorités sanitaires demandent aux habitants de supprimer les eaux stagnantes et de renforcer la lutte contre les moustiques autour des habitations. Kylian Mbappé s'est offert une magnifique villa
de 11 millions d'euros en Espagne. Elle est située à quelques kilomètres du centre-ville de Pozuelo de Alarcón. La villa comporte 8 chambres, une douzaine de salles de bain, un cinéma privé, une piscine intérieure, un spa, un green de golf et un terrain de football. Ce secteur où habitent de nombreuses stars offre un cadre calme et luxueux. C'est le lieu le plus sécurisé d'Europe. La demeure dispose notamment d'un portail à accès contrôlé, de la vidéosurveillance et d'une reconnaissance faciale. Le Tour cycliste international de Martinique s'est achevé après plusieurs jours de compétition à travers l'île. Cette 45e édition a confirmé l'engouement populaire pour l'épreuve qui a rassemblé des équipes locales et internationales ainsi que des milliers de spectateurs le long des routes martiniquaises. C'est Niels Brun, un coureur de la team UC Haguenau, qui l'a remporté. La programmation culturelle des grandes vacances se poursuit avec de nombreux rendez-vous musicaux et artistiques à Fort-de-France. Après plusieurs concerts et spectacles organisés ces derniers jours, les acteurs culturels poursuivent leurs animations afin de dynamiser les vacances scolaires et soutenir les artistes martiniquais tout au long du mois de juillet. Selon Jean-Marie Noll, à l'heure où la compétition mondiale pour le contrôle des espaces maritimes s'intensifie, où la façade atlantique devient un enjeu de sécurité énergétique et militaire, les territoires d'outre-mer ne peuvent être appréhendés comme de simples annexes déficitaires, mais comme des actifs stratégiques. La France ne maintient pas sa présence aux Antilles pour des raisons économiques, mais pour la cohérence de son modèle républicain et pour la projection de sa puissance sur 3 océans. Les Antilles françaises sont aussi un atout. Elles permettent à la France de disposer d'une projection maritime, d'une continuité territoriale caribéenne, d'une voix influente au sein des institutions régionales et d'un positionnement stratégique à proximité d'une zone traversée par les routes commerciales internationales. De plus, l'économie touristique, les relations commerciales, la consommation locale de biens importés de France et les investissements associés participent indirectement à soutenir l'économie hexagonale. La France continue d'être touchée par une canicule exceptionnelle. On est surpris par l'absence de moyens dont elle dispose, notamment pour protéger ses forêts. En particulier, ce sont des pays voisins qui ont dû lui prêter des canadaires. ICE, la police anti-immigration aux États-Unis, a tué 2 personnes, dont une dans sa voiture. Donald Trump a décidé de suspendre momentanément, ce sont ces mots, les contrôles réalisés par ses agents. Du 16 juillet au 5 septembre 2026, la ville de Saint-Pierre présente l'exposition Le Fonds Charpentier, consacrée à l'une des plus importantes collections artistiques conservées par la commune. Réunissant 41 œuvres d'Hector Charpentier père, 1910-1983, et de Paul Charpentier, sa femme, née Jacques-Joseph, 1910-2004, ce fonds constitue un précieux témoignage de la création artistique martiniquaise de l'après-guerre. Peintres, enseignants et figures de la vie culturelle pierrotine, Paul et Hector Charpentier ont largement puisé leur inspiration dans les paysages de la Martinique et dans le quotidien de ses habitants. À Saint-Pierre, où ils s'installèrent, ils ouvrent, à la fin des années 1940, la première galerie d'art de la Martinique, participant ainsi activement au rayonnement artistique de l'île. L'exposition propose une sélection d'œuvres représentatives de leur univers pictural, paysages, vues de la rade de Saint-Pierre, scènes d'intérieur, nature morte et évocation de la vie quotidienne martiniquaise. Restaurées grâce au soutien d'un mécène, ces œuvres sont aujourd'hui présentées au public dans le cadre de la politique de valorisation des collections municipales menée par la ville de Saint-Pierre.
Le vernissage de cette exposition aura lieu le jeudi 16 juillet à 18h dans le hall de l'Hôtel de Ville de Saint-Pierre. On le sait, la Cour d'appel de Paris a condamné Marine Le Pen à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. L'autre année est prévue sous bracelet électronique. Elle a également été condamnée à 100 000 € d'amende et 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis. En première instance, le tribunal avait fixé à 5 ans la peine d'inéligibilité et décidé de son exécution provisoire, ce qui, bien entendu, interdisait à Marine Le Pen de se présenter au présidentiel. Malgré cette décision beaucoup plus favorable de la Cour d'appel, la présidente du Rassemblement national a décidé de se pourvoir en cassation. Dans les collectivités territoriales, on observera dans les années qui viennent de nombreux départs à la retraite, l'occasion sans doute d'élever le niveau du service rendu aux usagers. En Martinique, en moyenne, un agent territorial qui part à la retraite touche environ 1 400 € par mois. Et vous avez sans plus attendre la parole, puisque c'est l'heure de votre avis compte. 9 noirs ou apparentés dans l'équipe de France de football. Que faut-il en penser? Nous vous écoutons. Neuf noirs ou apparentés dans l'équipe de France. Que faut-il penser? Je dirais que c'est parce qu'ils sont français, s'ils sont acceptés en équipe de France et qu'ils remplissent bien leur rôle, tout simplement. Je pense que c'est une belle manière de montrer, en tout cas, que la France a besoin d'un peuple antillais ou noir, enfin peu importe, pour montrer en tout cas sa performance. À mon sens, ce serait ça. Ça me paraît pas être un problème, tout simplement. Que c'est pas normal, parce que ce sont pas tous des Français, véritablement. Voilà. Je vois ça tout à fait normal, puisqu'il y a des noirs français, il y a des blancs français. Je pense que les neuf noirs doivent montrer que les noirs sont en pleine forme et peuvent rivaliser avec les métropolitains. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de noirs, mais pour dire les noms, là, je ne peux pas vous dire. C'est le fait qu'ils soient noirs, 9 noirs. Oui, il y a plus que ça, peut-être plus que ça. Il n'y a que les noirs qui mènent. Je pense que les Français devraient être plus conscients que les noirs sont présents, talentueux et qu'ils méritent une considération. 9 noirs ou apparentés dans l'équipe de France. Que faut-il penser? Mon cas du Martinique, c'est à nous, hein. Nous tout partout. Nous en France, nous en Europe, nous en Martinique, dans la Caraïbe, pas de problème. C'est une équipe, c'est une seule identité, hein, c'est la France et c'est tout. Hein. Pour moi, je ne vois pas le problème. Hein. 9 noirs et apparentés. Et alors, j'ai presque envie de dire. J'ai pas spécialement d'avis. Pour moi, ça reste des êtres humains et ils sont français, donc ils ont leur place. Il n'y a pas à débattre. Moi, ça me dérange pas. Hein. On met les plus forts et puis c'est tout. Hein. Et ben voilà. Mais je trouve que ce serait bien. Il n'y a pas de souci. Nous sommes tous humains, noirs ou blancs. Nous sommes, voilà. Il n'y a rien de méchant dans ça. Voilà quoi. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est très très bien. Mais moi, ça ne me dérange pas. Hein. Justement, c'est une valeur sûre hein, pour la France. Alors, donc, il n'y a pas de souci pour ça. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir. Retrouvons le savoir et réfléchir de Roland Laouché. La délinquance chez nous comme partout. Bien entendu, tout le monde sait que de nombreux pays d'Amérique du Sud sont le berceau du narcotrafic dans le monde. Le Pérou, le Mexique, mais également la Bolivie, la Colombie, le Guatemala, etc. Il existe, dit-on, dans certains de ces pays, des champs de feuilles de coca ou de pavot
comme il existe en France des champs de blé, d'orge ou de seigle. C'est le paradoxe d'une production abondante de produits en principe interdits ou à la consommation très réglementée. Et cette production se trouve être entre les mains de ce qu'il est convenu d'appeler les cartels de la drogue. Dans ces pays-là, les choses sont claires. Le cartel est constitué d'hommes armés qui évoluent en dehors de la loi. L'autorité sur le territoire et sur la population qui y habite. Ils gouvernent en édictant des lois, des ordonnances, des décrets, des arrêtés, peu importe le nom, la population accepte de les respecter. Ceux qui refusent peuvent y être contraints par la force et éventuellement la force la plus violente jusqu'à la mort. Tout semble donc être parfaitement clair, sauf que depuis quelque temps, ça ne marche pas du tout comme ça. On l'a vu avec les cartels en Amérique du Sud, des États dans l'État donc, et on le voit également jusqu'à la caricature en Haïti avec les gangs. La question est de savoir si ce délitement de l'État, comme une vague inarrêtable, ne va pas déferler sur d'autres pays que l'on croit à l'abri. En effet, on observe aujourd'hui qu'en France, les dealers s'en prennent de plus en plus aux forces de l'ordre, c'est-à-dire à l'État. Ils leur tendent même des guet-apens en pleine ville. Ils s'en prennent également à ce qui peut symboliser l'État. Une bibliothèque brûlée par-ci, on est sûr qu'elle appartient à l'État. Une école brûlée par-là, quand on est sûr qu'elle appartient aussi à l'État. Un dealer, farouche partisan de la légalisation de la cocaïne et de toutes les autres drogues, nous a expliqué longuement et très sérieusement que c'est grâce à Al Capone, pourtant considéré à l'époque comme le plus grand des gangsters, que le peuple américain a pu échapper à la prohibition et avoir accès à l'alcool. Nous avons compris, en écoutant cet homme, qu'il se considérait comme une version moderne d'Al Capone, menant donc un combat juste et qui sera, selon lui, à n'en pas douter, victorieux. Ainsi donc, il est permis de penser que bien des délinquants aujourd'hui se battent consciemment ou pas pour un véritable changement de la société, une évolution de l'État. Il est clair que les narcotrafiquants rêvent de voir leur business devenir légal, c'est-à-dire qu'il soit possible de se droguer à volonté comme il est possible de se saouler à volonté. Cette volonté d'imposer sa loi à l'État peut exister de Miami à Paris, de Paris à Fort-de-France, de Fort-de-France à Pointe-à-Pitre, de Pointe-à-Pitre à Strasbourg et de Strasbourg à Marseille. Il n'est pas question là d'esclavage et de colonialisme. C'est dans cette mouvance-là que s'inscrivent nos jeunes qui s'entretuent aujourd'hui. Quand ils appuient sur la gâchette de canon scié, ils sont en tout point semblables aux jeunes narcotrafiquants qui œuvrent à la Castellane à Marseille ou à la Seine-Saint-Denis en Île-de-France. L'esclavage et la colonisation n'ont rien à y voir. Notre statut politique actuel non plus. Il s'agit de la délinquance la plus banale, la plus ordinaire, la plus universelle, la plus au fil du temps. A-t-on jamais expliqué la délinquance des Noirs aux USA d'aujourd'hui, quand elle existe, par l'esclavage dont ils ont été victimes? Arrêtons de regarder dans le rétroviseur. Fixons plutôt le pare-brise. Cessons de chercher des raisons de nous apitoyer sur nous-mêmes pour nous exonérer d'affronter le présent et de construire l'avenir. Et après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, dans la rubrique santé, plein feu ce soir sur la cellulite. Si une alimentation équilibrée et une activité physique régulière font partie des stratégies anti-cellulite, il est également nécessaire de boire beaucoup, l'équivalent de 2 litres répartis sur la journée. Attention de ne pas choisir une eau minérale riche en sodium qui favorise la rétention d'eau. Cette quantité qu'il faut boire tous les jours peut aussi prendre la forme d'infusion de plantes. L'avantage est que certaines plantes améliorent la circulation et décongestionnent les tissus, 2 propriétés intéressantes pour lutter contre la cellulite.
Les plantes à privilégier sont l'ortie, le thé vert, le lierre grimpant, l'hibiscus, la mamélis, l'artichaut, le biais de tilleul, les reines des prés, la vigne rouge ou l'orthosiphon ou le thé de Java. Mais pour toute application, vous devez faire appel à un professionnel. Qu'il soit herboriste ou votre médecin traitant, l'automédication n'est jamais une bonne chose. Un dernier conseil, massez tous les jours les zones atteintes de cellulite. Les propriétés mécaniques du massage sont elles aussi circulatoires et drainantes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouché et Roland Laouché. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Merci à vous encore une fois de nous avoir suivis. Rendez-vous demain. Prenez soin de vous et que Dieu garde la Martinique.